بكتيريا عندنا hyper protéinorragie, oui. Je vous ai dit que l'hyperprotéinorragie, c'est-à-dire l'augmentation du taux des protéines dans le SCR, ça témoigne un mécanisme inflammatoire. D'accord. Voilà. Donc, il y a le taux de protéines, quel que soit le corps, le sang, la forme, là, il y a un mécanisme inflammatoire quelque part. D'accord. C'est bon, l'équipe là où j'en sais rien, vous avez compris. Donc, sur le malade, on a suspecté chez lui une encéphalite, on l'a traité, donne l'APL. Donc, le résultat de l'APL, c'est-à-dire, c'est surtout, je dirais, on va dire l'étude cytochimique. Je mets l'étude cytochimique, c'est-à-dire, on étudie le taux de protéines et le taux de glucose dans le SCR. Alors, le résultat dans 24 à 48 heures. Mais l'étude immunologique du SCR, c'est-à-dire pour voir ou pour doser le taux de lymphocytes et de PNL dans le SCR, ça prend du temps. Donc là, sous-entend qu'il ne faut pas attendre le résultat de la PL, l'irtrigina, dans un délai de 20 jours là, pour traiter le malade. Pour dire que, voilà, il a une infection, il a une encéphalite bactérienne. Et bien, là, il a 15 minutes ou 20 jours, ça sera trop tard pour traiter le malade. D'accord? Voilà. Après l'APL, il faut passer rapidement faire une imagerie cérébrale. Surtout si l'état du patient, c'est l'état de conscience qui se dégrade rapidement, avec un score de Glasgow inférieur à 12, avec des signes neurologiques focaux. Quand on trouve des signes neurologiques focaux, ce qui fait qu'il y a un problème local, il y a un problème partiel. Il faut aller chercher par exemple, là on fait un EEG. Des éléments irritatifs, l'EEG, par exemple, surtout la région fronto-pariétale droite, il y a une irritation des cellules, il y a un problème. Donc je vais aller faire rapidement une IRM pour chercher qu'est-ce qu'il y a à ce niveau. D'accord? Voilà. Donc après l'APL, il faut compléter bien sûr par une imagerie cérébrale, par l'EEG. Pourquoi tout ça? Pour faire, c'est-à-dire notre étude étiologique de façon convenable. Donc l'orientation étiologique, c'est selon l'état du patient. Il y a 3 cas de figure. Soit c'est un patient immunocompétent, il n'a pas une pathologie immunodépressive auparavant, soit c'est un patient immuno-incompétent, c'est-à-dire qu'il est déjà atteint c'est-à-dire l'état d'immunité, il n'est pas vraiment à la hauteur, soit chez le patient de retour de voyage ou d'une zone d'endémie, là il faut évoquer certaines épidémies, d'accord, certaines pathologies épidémiologiques ou épidémiques, l'essentiel. C'est-à-dire pour le patient immunocompétent, il y a certains signes qui nous orientent vers une étiologie donnée. Dans tous les cas, en premier temps, il faut évoquer l'herpès. D'accord? C'est la première à évoquer. L'encéphalite herpétique, c'est la première cause d'encéphalite à évoquer. D'ailleurs, tous les malades suspects d'avoir un tableau d'encéphalite, on lance un traitement à base d'aciclovir d'emblée, sans réfléchir. D'accord? Voilà. Il y a certaines situations particulières, c'est-à-dire si on a un tableau d'encéphalite associé avec des signes gastro-intestinaux, on évoque le rotavirus. Avec des signes respiratoires, on évoque le mycoplasme ou bien le SRAS, Covid, d'accord. En cas de grossesse ou d'une consommation de lait cru, on évoque surtout la listériose. Si on a une notion de comptage tuberculeux, on évoque le BK. En cas d'absence d'anamnèse de maladie, s'il n'y a rien, il dit rien, il y a une histoire un peu louche, là il faut évoquer dans tous les cas le VIH. D'accord? Donc la sérologie, elle aussi, il faut la lancer systématiquement. Même la maladie immunocompétente, les aucune pathologie, la sérologie, c'est-à-dire le bilan standard, le bilan avec l'FNS. Ils font la sérologie systématiquement, même si le résultat est revenu positif, ils auront une réponse. Il est qualifié négatif, mais il faut savoir que tous les malades admis, c'est-à-dire ils bénéficient d'une sérologie systématique. D'accord? Voilà. Chez l'immuno-incompétent, il faut évoquer bien sûr les infections opportunistes à type de toxoplasmose, de CMV, cryptococcose, les lymphomes, la syphilis aussi, tout ça peut donner un tableau d'encéphalite. Voilà.
Pour les patients de retour d'un voyage ou d'une zone d'endémie, il faut évoquer la rage, le paludisme. Moi, quand j'étais, je me rappelle très très bien, quand j'étais interne, il y avait l'épidémie du paludisme. L'épidémie, il y avait, c'était la galère, le service d'infectiologie avec les maladies cardiaques, il faut tout pour un neuropaludisme. Donc, ils altèrent leur état de conscience rapidement. Peut-être quand on fera une IRM cérébrale, on tombe sur des lésions étendues de l'encéphale. Donc, c'est des lésions en faveur d'un neuropaludisme. D'accord? Une atteinte neurologique de paludisme, le SRAS, le H1N1 et tout ça. Alors, commençons par le tableau de l'encéphalite herpétique. Comme je vous ai dit, c'est la cause la plus fréquente et la première à évoquer. Donc, elle est due au virus HSV1, l'herpès simplex virus type 1. Au début, ça donne une infection gingivale, c'est-à-dire un herpès labial, une gingivostomatite. Le virus, il chemine par la suite par voie axonale rétrograde jusqu'au ganglion du 5, le nerf trijumeau. Ouais, l'herpès simplex virus, c'est-à-dire il suit toujours le nerf 5, le nerf trijumeau. Il va être acheminé par voie axonale rétrograde jusqu'au ganglion de Glaser. Puis, c'est-à-dire c'est le site de latence, d'accord? Il est latent pendant une durée donnée. On attend que le malade tombe en état d'immunodépression, d'accord? Suite à une immunodépression, il y a le virus qui se réactive par la suite, d'accord? Il se réactive et il va passer carrément vers les cellules cérébrales, vers l'encéphale, surtout vers la région temporale interne, d'accord? Là, on va dire frontotemporale, mais c'est surtout la région temporale interne, où il va causer des dégâts. Mais c'est des lésions par tropisme direct, c'est-à-dire le virus directement, il va attaquer les corps cellulaires, d'accord? Voilà. Donc, lors de la réactivation, le virus chemine par les filets, c'est-à-dire maladie comme il y a des cas, oui, suite à un surmenage, d'accord, un surmenage, il y a une pathologie immunodépressive, suite à une grippe simple. Pas forcément, c'est-à-dire le malade, il ne va pas se réinfecter, ou là, il ne va pas se recontaminer par le virus, l'herpès simplex. Il a pratiquement, comme l'herpès simplex, c'est-à-dire stocké ou emmagasiné le ganglion de Glaser. Mais suite à une immunodépression, le virus il se réactive, d'accord? Il se réactive et il va causer des dégâts. Donc, lors de la réactivation, le virus il va cheminer, le virus chemine par les filets du 5-3, du nerf trijumeau, et il gagne les régions temporales internes et frontales intérieures. D'accord? Frontale inférieure. En cas d'infection primaire ou de réinfection, il passe. Tout ça, c'est pas important. Alors, sur le plan clinique, on peut dire que ça se voit à tout âge, chez les deux sexes, d'accord? Avec une distribution bimodale, 80% des cas en moins de 20 ans ou plus de 50 ans. Donc, c'est une pathologie généralement du sujet jeune. Hein? Alors, les manifestations cliniques, le début est en général subaigu, avec une fièvre qui est pratiquement constante, une fièvre aux alentours de 40 degrés, d'accord? Avec, comme je vous ai dit, comme tout tableau, donc c'est pas trouble de la conscience, trouble du comportement, des céphalées, trouble mnésique, raideur méningée, d'accord? Donc, voilà, donc avec des crises épileptiques type temporal, on peut avoir même un déficit moteur, d'accord? Donc, c'est-à-dire c'est un tableau d'encéphalie typique, trouble de conscience, trouble du comportement, crise épileptique, trouble mnésique, et tout ça dans un contexte de fièvre, d'accord? Et d'installation rapide. Donc ici, comme un tableau qui m'a là, il faut savoir évoquer l'encéphalite, surtout l'encéphalite herpétique, d'accord? Voilà. Alors, quand on fait l'APL, on trouve un liquide clair, bien sûr, parce que c'est une infection virale. Donc, avec une protéinorachie, bon, le taux de protéine il est élevé parce que c'est un mécanisme inflammatoire, mais ça reste toujours inférieur à 2 grammes. Une hyperlymphocytose, une glycorachie normale, parce que je vous ai dit que si on a une hyperglycorachie, plutôt une hypoglycorachie, maintenant c'est une infection bactérienne, parce que c'est les bactéries qui se nourrissent du glucose.
mycoses, c'est pas les virus, d'accord? Voilà. Elle est souvent hémorragique. Qu'est-ce qu'on fait? Le diagnostic de certitude, c'est de faire ce qu'on appelle la PCR HSV dans le LCR, qui peut être au début négative, mais une fois elle s'est positivée, elle peut rester longtemps positive, même après, c'est-à-dire même après quelques jours du traitement. D'être pas positive, d'accord? L'essentiel qu'il faut mettre la PCR RPS positive, ça c'est une encéphalite herpétique, d'accord? Voilà. Pourquoi on fait l'EEG? L'EEG, il nous aide pour deux trucs. C'est-à-dire, il y a des éléments qui témoignent d'une atteinte encéphalique étendue. Il y a ce qu'on appelle les anomalies périodiques, c'est-à-dire, là on trouve les anomalies qu'on trouve à l'EEG, on trouve des pointes ou des pointes entre les anomalies de l'EEG. D'accord? C'est une pointe entre, on va dire. Donc, la particularité dans le cas de l'encéphalite, c'est que ces anomalies paroxystiques, ces anomalies se répètent à des intervalles plus ou moins réguliers. C'est-à-dire chaque 2-3 secondes, il y a des pointes ou des pointes entre. Chaque 2-3 secondes, c'est cette activité, on dit périodique, cette activité périodique qui est évocatrice d'une atteinte encéphalique. Donc, il y a une activité périodique qui m'arrête là, un peu diffuse, un peu étendue sur toutes les dérivations. Je vais dire que le malade, probablement, a un tableau d'encéphalopathie, mais si d'encéphalite, parce que l'encéphalite, c'est dans un cadre qui est infectieux. Alors, c'est des trucs qu'on trouve à l'APL, ou la fièvre, ou l'AVS, la CRP, l'hyperleucocytose flagrante, d'accord? Vous m'avez compris? Oui. Voilà, on fait un scanner généralement, il montre rien, d'accord? Il montre rien, il faut toujours compléter par l'IRM avec injection de produits de contraste qui va nous montrer l'atteinte étendue de l'encéphale et surtout de la région temporale interne. Donc, si un malade présente un tableau d'encéphalite avec trouble de la conscience, trouble, comme je vous ai dit, trouble de la conscience, du comportement, oui, des crises convulsives, des troubles de mémoire, un déficit moteur, paralysie ou autre, d'accord? Dans un contexte de fièvre, avec à l'IRM on trouve des anomalies du signal, surtout dans la région temporale interne. Tout ça, c'est la région temporale. C'est la région temporale interne. Là, c'est des anomalies évocatrices d'un tableau d'encéphalite, surtout l'encéphalite herpétique. D'accord? C'est-à-dire l'encéphalite herpétique, elle n'a pas de particularité radiologique, mais c'est surtout la positivité de la PCR, de LCR, qui confirme le diagnostic. Parce que tout tableau d'encéphalite, il donne une image pareille. D'accord? C'est une bête qui est l'encéphalite auto-immune, l'encéphalite limbique, l'encéphalite quelconque, ça peut donner des images qui m'arrêtent. Alors, le traitement, c'est à base d'acyclovir qui est systématique devant toute suspicion d'encéphalite herpétique sans attendre les résultats de la PCR. J'ai mis 3-3. D'accord? Donc, tout tableau d'encéphalite, il faut mettre systématiquement le malade sous acyclovir. C'est clair? Voilà. Donc, l'acyclovir par voie intraveineuse, 10 à 15 mg kilo, toutes les 8 heures, tout ça, c'est pas important. Alors, le deuxième type, c'est l'encéphalite limbique. L'encéphalite limbique, elle relève de deux origines. Soit elle est d'origine auto-immune, qui est l'encéphalite auto-immune tout à l'heure, soit elle est d'origine paranéoplasique. D'accord? Donc, on distingue selon la nature de la cible antigénique, l'encéphalite paranéoplasique ou non paranéoplasique auto-immune. La plupart dépendent d'un processus auto-immune, tout ça c'est pas important.